Lors d'un dîner de famille, j'ai dit « Je suis sur le point d'accoucher ». Mes parents ont ricané, « Appelle un taxi, nous sommes occupés ». J'ai conduit jusqu'aux urgences dans la douleur. Une semaine plus tard, maman a frappé à la porte, « Laisse-moi voir le bébé ». Lors d'un dîner de famille, j'ai dit « Je suis sur le point d'accoucher ». Mes parents ont ricané. Appelle un taxi. Nous sommes occupés. J'ai conduit jusqu'aux urgences dans une agonie terrible. Une semaine plus tard, maman a frappé. Laisse-moi voir le bébé. J'ai répondu, quel bébé? J'ai 27 ans, je suis une spécialiste du marketing indépendante vivant à Austin, au Texas. Mon mari, Harrison, a 29 ans et travaille comme ingénieur logiciel senior. Nous avons une belle vie, une vie tranquille, principalement parce que nous gardons notre cercle d'amis incroyablement restreint. Mais s'il y a une chose que vous devez savoir sur moi avant que je n'aborde le cauchemar qui a fait voler en éclats toute ma réalité, c'est ceci. J'ai grandi en tant que l'enfant de verre. Si vous n'êtes pas familier avec le terme, cela signifie essentiellement que j'étais l'enfant invisible. J'étais l'enfant solide et indépendante qui ne demandait jamais d'aide, ce qui a permis à mes parents de concentrer très facilement chaque once de leur énergie, de leur argent et de leur affection sur ma sœur cadette, Valérie. Valérie a 25 ans, mais aux yeux de mes parents, elle pourrait tout aussi bien être une princesse fragile et sans défense qui a besoin qu'on lui déroule le tapis rouge à chaque fois qu'elle respire. C'était un vendredi soir de fin septembre. J'étais très enceinte, à exactement 3 semaines de ma date d'accouchement prévue. Mon mari, Harrison, était coincé en ville dans son entreprise. Ils étaient en pleine migration de serveurs massive, une de ces urgences technologiques où personne ne rentre chez soi tant que l'écran n'a pas cessé de clignoter en rouge. J'ai donc fait le trajet de 25 minutes jusqu'à Round Rock toute seule pour assister à un dîner de famille chez mes parents. Je ne voulais pas y aller. Chaque instinct dans mon corps me disait de rester à la maison, de commander à emporter et de reposer mes chevilles enflées. Mais ma mère, Béatatrice, m'avait appelé sans relâche toute la semaine. Elle insistait sur le fait que je devais être là parce que Valérie amenait son nouveau petit ami, Dominique, pour rencontrer la famille pour la première fois. Dominique avait 32 ans, conduisait une voiture qui coûtait plus cher que mes études universitaires et ne cessait de parler de sa start-up technologique. Il était exactement le genre de type que mes parents idolâtraient. Mon père, Grégory, et ma mère, Béatatrice, ont toujours été obsédés par les apparences. Ils vivaient dans une belle maison de banlieue, mais ils se serraient la ceinture à l'extrême pour maintenir la façade de la richesse. Ils voyaient Valérie comme leur ticket d'or, et Dominique était le jackpot. Entrer dans cette salle à manger, c'était comme entrer dans une production théâtrale où tout le monde surjouait. La table était dressée avec la porcelaine chère de ma mère, celle qu'elle ne sortait que pour Thanksgiving ou lorsqu'elle voulait impressionner quelqu'un qui avait de l'argent. Il y avait un énorme rôti de bœuf au centre, entouré de bols de purée de pommes de terre et de haricots verts. Dominique était assis en bout de table, arborant naturellement une expression suffisante et un blazer qui semblait trop serré au niveau de ses épaules. Valérie était collée à son côté, rayonnant pratiquement de suffisance. Mes parents étaient penchés en avant, suspendus à chaque mot de Dominique comme s'il distribuait des billets de loterie gagnants. J'ai pris ma place tranquillement au bout de la table. Je me sentais déjà épuisé, une douleur profonde et lourde s'installant dans le bas de mon dos, mais j'ai affiché un sourire poli. Je connaissais mon rôle. Je n'étais qu'un personnage de second plan. Dominique était au milieu d'un long monologue arrogant sur sa stratégie de financement de démarrage et sa valorisation projetée d'1 million de dollars. Mon père hochait vigoureusement la tête, posant des questions qui semblaient douloureusement répétées, essayant désespérément de paraître comme un investisseur avisé plutôt que comme un cadre moyen noyé sous les dettes de cartes de crédit. J'ai bu une gorgée d'eau, sentant une étrange contraction m'enserrer l'estomac. Je l'ai ignoré. Ce n'était que des contractions de Braxton X, me suis-je dit. Un faux travail. Ça devait être ça. J'étais en avance de 3 semaines. Mais au fil des minutes, la contraction ne s'est pas estompée. Elle s'est intensifiée. J'ai regardé ma mère verser un verre de vin cher à Dominique, riant trop fort à une blague qui n'était même pas drôle. J'ai alors réalisé à quel point toute la scène était pathétique. Mes parents étaient complètement consumés par l'illusion de la richesse, aveugles à tout le reste dans la pièce. Je ne savais pas encore que leur obsession pour le compte en banque de Dominique allait leur coûter leur fille et le seul petit enfant qu'ils auraient jamais. La première vraie contraction a frappé juste au moment où ma mère commençait à servir la purée de pommes de terre.
Ce n'était plus une douleur sourde. C'était une bande de douleurs vives et distinctes qui irradiait du bas de mon dos jusqu'à l'avant. J'ai tressailli, agrippant le bord de la lourde table à manger en chaîne. J'ai pris une profonde et lente inspiration, essayant de respirer à travers l'inconfort, en espérant que personne ne remarquerait. Je ne voulais pas faire de scène. Des décennies de conditionnement m'avaient appris qu'interrompre les moments spéciaux de Valérie était un péché capital dans la maison de Béatatrice et Grégory. Dominique parlait toujours. Il ne s'était pas arrêté depuis au moins 15 minutes. Maintenant, il parlait de capital risque et d'investisseurs providentiels, lançant un jargon technologique que je savais, pour sûr, que mes parents ne comprenaient pas. Pourtant, ils étaient là, hochant la tête avec de grands yeux avides. Valérie traçait des cercles sur l'avant-bras de Dominique, l'air incroyablement satisfaite d'elle-même. L'odeur du rôti de bœuf, qui me mettait habituellement l'eau à la bouche, me donna soudain une violente nausée. La pièce semblait avoir gagné 10 degrés. Donc, l'évolutivité de la plateforme est essentiellement infinie, se vanta Dominique, prenant une lente gorgée de son vin. Une fois que nous aurons obtenu ce prochain tour de financement, ce qui est pratiquement garanti, nous envisageons un déploiement national d'ici le 3e trimestre. C'est tout simplement incroyable, Dominique, dit mon père, sa voix dégoulinant d'admiration. Valérie nous a dit que vous étiez brillant, mais voir votre vision, c'est vraiment inspirant. Une autre contraction a frappé. Celle-ci était plus forte, exigeant toute mon attention. J'ai bougé sur ma chaise, pressant ma main contre mon ventre. Un léger gémissement s'est échappé de mes lèvres avant que je puisse le retenir. La tête de ma mère s'est brusquement tournée vers moi. Ses yeux se sont plissés en de fines fentes acérées. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle n'a pas regardé mon ventre très arrondi. Au lieu de cela, elle s'est penchée sur la table et a sifflé dans un murmure dur. « Pénélope, s'il te plaît. Ne peux-tu pas t'arrêter de t'agiter pendant 5 minutes ?» Dominique est en train d'expliquer son modèle économique. Je l'ai regardé, la douleur temporairement éclipsée par une vague de pure incrédulité. Je transpirais. Mon visage était complètement rouge et j'étais clairement en détresse physique. Mais tout ce qu'il importait, c'était le fait que je créais une distraction. J'ai dégluti difficilement, me forçant à hocher la tête. J'ai intériorisé la douleur, serrant mes lèvres si fort qu'elles en sont devenues insensibles. C'était exactement comme quand j'avais 10 ans et que je m'étais cassé le bras en tombant de vélo. Mais mes parents m'avaient fait attendre 4 heures pour aller aux urgences parce que Valérie était à un récital de danse et qu'il ne pouvait absolument pas manquer son solo. Ma douleur était toujours un inconvénient. Mes besoins étaient toujours secondaires. Les contractions se rapprochaient, peut-être toutes les 10 minutes. Je gardais les yeux fixés sur mon assiette, regardant la sauce se figer sur la viande. Le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir sonnait comme un marteau dans mes oreilles, complètement désynchronisé avec le bourdonnement sans fin de Dominique. J'ai attrapé mon téléphone sur mes genoux, mes mains tremblant légèrement. J'ai tapé un message rapide à Harrison. Je crois que ça arrive. Les contractions commencent. Je vais essayer de partir bientôt, mais je savais qu'il ne le verrait peut-être pas avant des heures. Il était au fond de la salle des serveurs, son téléphone probablement en silencieux. J'étais seul dans une pièce remplie de mes propres parents de sang. Et je ne m'étais jamais senti aussi isolé de toute ma vie. J'ai regardé ma sœur, espérant une once d'empathie, peut-être un regard fraternel d'inquiétude. Mais Valérie a simplement levé les yeux au ciel, clairement agacée que je respire trop fort et que je ruine l'esthétique de son dîner parfait. L'agonie physique s'intensifiait, mais la prise de conscience psychologique était pire. J'étais assise à une table avec des étrangers qui se trouvaient simplement partager mon ADN. Le moment où tout a volé en éclats est arrivé exactement 5 minutes plus tard. Dominique était au milieu d'une phrase sur son portefeuille d'action quand un pop soudain et sans équivoque a résonné à mes oreilles, suivi immédiatement par un flot chaud de liquide qui a trempé ma robe de maternité et le tissu de la chaise de la salle à manger. Je venais de perdre les os là, en plein milieu du dîner de rôti de bœuf. La panique, froide et vive, a percé ma poitrine. Ce n'était pas un faux travail. C'était réel. Et ça arrivait 3 semaines avant la date prévue. J'ai brusquement repoussé ma chaise. Le pied en bois a raclé bruyamment contre le parquet, un son dur et violent qui a complètement coupé Dominique. Tous les yeux à table se sont tournés vers moi. « Mais qu'est-ce que tu fabriques, Pénélope ?» a lâché ma mère, son visage se tordant de dégoût total.
tu es en train de rayer le sol. Je me suis levé, agrippant le dossier de la chaise si fort que mes jointures sont devenues blanches. Une autre contraction si violente qu'elle a presque fait plier mes genoux. J'ai regardé mes parents, ma voix tremblante, mais assez forte pour capter l'attention de la pièce. Je suis sur le point d'accoucher, ai-je dit. Je viens de perdre les os. Les contractions sont rapprochées. Je dois aller à l'hôpital tout de suite. Pendant une fraction de seconde, il y a eu un silence de mort. Je m'attendais à une réaction normale. Je m'attendais à ce que mon père se lève d'un bond, attrape les clés de la voiture et m'aide à aller jusqu'à la porte. Je m'attendais à ce que ma mère prenne mon sac d'hôpital dans ma voiture et dise à Valérie et Dominique qu'ils devraient finir le dîner seuls. C'est ce que fait une famille. C'est ce que font les êtres humains. Au lieu de cela, mon père s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras sur sa poitrine et a poussé un soupir lourd et irrité. Ma mère a laissé tomber sa fourchette sur son assiette en porcelaine avec un grand bruit. Elle m'a regardé, non pas avec inquiétude, mais avec une fureur pure et sans mélange. « Tu te moques de moi, là » a-t-elle exigé. En plein milieu du dîner. Dominique arrive juste à la partie la plus importante de sa présentation. J'ai cligné des yeux, la douleur dans mon abdomen momentanément éclipsée par le choc pur de ses mots. « Maman, je suis en train d'accoucher. » Le bébé arrive en avance. Harrison est coincé au travail et injoignable. J'ai besoin que l'un de vous me conduise au Dell Medical Center. Valérie a ricané, prenant une gorgée de son eau. Oh mon Dieu, Penny, tu fais toujours ça. Il faut toujours que tu sois le centre de l'attention, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas attendre 2 heures qu'on finisse le dessert. J'ai senti une vague de nausées vertigineuses. Attendre 2 heures, Valérie. C'est un bébé, pas un colis à livraison programmée. Je ne peux pas contrôler ça. Je me suis tourné vers mon père, le suppliant silencieusement d'être la voix de la raison, d'être un père pour une fois dans sa vie. Grégory a regardé ma mère, puis a jeté un regard d'excuse à Dominique, qui était assis là, l'air incroyablement mal à l'aise, mais ne faisant absolument rien pour aider. Mon père a tourné son regard vers moi. Ses yeux étaient froids, calculateurs et complètement dépourvus de toute chaleur paternelle. « Pénélope » a dit mon père, sa voix basse et dégoulinant de condescendance. Ce dîner est crucial pour l'avenir de Valérie. La start-up de Dominique va tout changer pour cette famille. Nous sommes au milieu d'une discussion très importante sur notre participation financière dans son entreprise. Nous ne pouvons pas tout laisser tomber parce que tu as un timing épouvantable. Il a pris son verre de vin, a bu une gorgée et a prononcé la phrase qui allait résonner dans ma tête pour le reste de ma vie. Appelle un taxi, nous sommes occupés. La pièce a tourné. Appelle un taxi, nous sommes occupés. Les mots m'ont frappé plus fort que les douleurs de l'accouchement. Ils priorisaient la présentation d'un type de la tech aux cheveux gominés sur leur propre chair et leur propre sang, sur leur propre petit-fils qui se battait pour venir au monde. La trahison absolue était si profonde, si profondément écœurante qu'elle m'a en fait donné un moment de clarté cristalline. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai réalisé à ce moment précis que je n'avais pas de parents. J'ai attrapé mon sac à main sur la table d'appoint, je leur ai tourné le dos et je suis sorti par la porte d'entrée dans la nuit étouffante du Texas sans dire un seul mot. Au moment où la lourde porte d'entrée en bois s'est refermée derrière moi, la chaleur oppressante de septembre du Texas m'a enveloppé comme une couverture humide. Je suis resté sur le porche pendant exactement 3 secondes, attendant que la porte s'ouvre en grand. J'ai attendu d'entendre les pas de mon père se précipiter, s'excuser, me dire que c'était une mauvaise blague, me dire de monter dans sa voiture. La porte est restée fermée. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir la lueur douce et chaude du lustre. Je pouvais voir les silhouettes de ma famille se rasseoir. J'ai même entendu le faible son du rire de mon père à quelque chose que Dominique avait dit. Une nouvelle contraction a déchiré mon abdomen, me faisant tomber à genoux sur le porche en béton. J'ai laissé échapper un halètement saccadé et essoufflé. La douleur était aveuglante, s'enroulant autour de ma colonne vertébrale et se resserrant sur mon estomac comme un câble d'acier. Je me suis forcé à me relever, comptant uniquement sur la poussée d'adrénaline primale qui inondait maintenant mon système. J'ai marché en me dandinant vers ma petite berline garée dans l'allée, mes vêtements collant à moi, trempés de sueur et de liquide amniotique. Monter dans le siège du conducteur était une tâche monumentale. Chaque mouvement envoyait des ondes de choc d'agonie à travers ma moitié inférieure.
J'ai démarré le moteur, mes mains tremblant si violemment que je pouvais à peine saisir le volant. J'ai mis la climatisation au maximum, laissant l'air glacial me fouetter le visage. J'ai passé la marche arrière et j'ai quitté l'allée, arrachant mes yeux de la maison que j'avais finalement compris n'avoir jamais été un vrai foyer. Le trajet de Round Rock au Dell Medical Center dans le centre d'Austin est généralement une ligne droite sur l'Interstate 35, prenant environ 25 à 30 minutes par une bonne journée. Mais se conduire soi-même pendant un travail actif fait qu'une minute ressemble à une heure. Je me suis engagé sur l'autoroute, agrippant le cuir usé du volant si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Le trafic du soir était modérément dense, une mer de feux arrière rouges brillants s'étendant devant moi. Chaque fois qu'une contraction frappait, je devais combattre l'envie irrésistible de fermer les yeux. Je forçais mes yeux à rester grands ouverts, fixant sans relâche les lignes pointillées blanches sur l'asphalte. Inspire pendant 4 secondes, retiens pendant 2, expire pendant 6. Je répétais le comptage dans ma tête comme un mantra. Je traversais le moment le plus vulnérable de la vie d'une femme en serrant les dents, entièrement seule. La réalité physique de la douleur était horrible, mais la boucle mentale qui tournait dans ma tête était une pure torture. Appelle un taxi. Nous sommes occupés. Les mots tournaient en boucle au rythme de mes pneus heurtant les balises de l'autoroute. Comment une mère peut-elle regarder son enfant dégoulinant de sueur, suppliant de l'aide, et lui dire qu'elle ruine l'esthétique d'un dîner? Comment un père peut-il peser la vie de son petit-fils à naître contre un investissement technologique hypothétique et choisir l'argent? Un semi-remorque a légèrement dérivé dans ma voix, et j'ai klaxonné, mon cœur martelant contre mes côtes. J'ai réalisé à cette fraction de seconde que je ne pouvais pas me permettre de m'attarder sur le chagrin. Si je perdais ma concentration, j'aurais un accident et mon bébé mourrait parce que mes parents voulaient impressionner un type nommé Dominique. Un instinct maternel féroce, presque violent, a pris le dessus. J'étais un vaisseau de pure survie. Les larmes sont finalement venues, chaudes et piquantes sur mes joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de rage pure et sans mélange. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, me faufilant prudemment mais agressivement dans le trafic d'Austin, alimenté par la pure détermination de prouver à l'univers que je n'avais pas besoin d'eux. Je n'ai jamais eu besoin d'eux. Au moment où j'ai passé la sortie du centre-ville, les contractions survenaient à moins de 5 minutes d'intervalle. La douleur n'arrivait plus par vagues. C'était comme une pression constante et écrasante. Je savais que je devais parler à quelqu'un, n'importe qui, pour me maintenir ancré dans la réalité avant de m'évanouir sous le choc. J'ai appuyé sur le bouton de commande vocale de mon volant et j'ai crié par-dessus le rugissement de la climatisation. Appelle Jasmine. Jasmine est ma meilleure amie. Nous nous sommes rencontrés à l'université et elle a été pour moi la sœur que Valérie n'a jamais été. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle ne décroche. Salut Penny, quoi de neuf, a-t-elle répondu, sa voix joyeuse, accompagnée du bruit de fond d'une télévision. Jazz, ai-je haleté. Une autre contraction saisissant mes cordes vocales. Je suis en train d'accoucher. Je suis sur l'Interstate 35. Je suis presque à l'hôpital. Il y a eu un grand bruit à l'autre bout du fil, comme si elle avait laissé tomber son téléphone, suivi d'un brouhaha frénétique. Tu es folle? Pourquoi tu conduis? Où est Harrison? Où sont tes parents? Tu étais censé être chez eux pour le dîner. Harrison est coincé au travail. Son téléphone est éteint, ai-je haleté, déviant légèrement alors qu'un spasme ravageait le bas de mon dos. Ils ont fait quoi? La voix de Jasmine est passée de la panique à une rage absolument meurtrière en une fraction de seconde. Oh mon Dieu, Penny. Ces gens malades et tordus. Je vais brûler leur maison. Écoute-moi. Garde les yeux sur la route. Respire. Je monte dans ma voiture tout de suite. Je suis à 15 minutes du Dell Medical. Je te retrouve à l'entrée des urgences. D'accord, ai-je murmuré, les larmes brouillant à nouveau ma vision. Le simple fait d'entendre quelqu'un valider mon horreur, d'entendre quelqu'un se soucier réellement de moi m'a donné la dernière poussée dont j'avais besoin. Je raccroche maintenant pour appeler le standard du bureau de Harrison, a ordonné Jasmine. Je demanderai à la sécurité de le faire sortir de cette salle des serveurs s'il le faut. Va juste à l'hôpital. Ne meurs pas, Pénélope. La communication a été coupée. J'ai agrippé le volant, quittant l'autoroute et naviguant sur les dernières rues de surface vers le complexe médical.
Le panneau lumineux bleu des urgences du Dell Medical Center ressemblait à un phare céleste. J'ai garé ma voiture n'importe comment dans la zone de dépose d'urgence, la mettant en stationnement et laissant le moteur tourner. Je me fichais qu'il l'enlève. J'ai détaché ma ceinture de sécurité, attrapé mon sac à main et ouvert la porte. Mes jambes semblaient de plomb. J'ai pratiquement rampé hors du véhicule, m'agrippant aux côtés de la voiture pour me soutenir. Un agent de sécurité m'a immédiatement remarqué. Ses yeux se sont écarquillés et il a commencé à crier pour un fauteuil roulant. 2 infirmières sont sorties en courant par les portes vitrées coulissantes. « Ma chérie, on s'occupe de vous », a dit l'une des infirmières, me saisissant fermement par les bras et me faisant asseoir dans le fauteuil roulant. « À quelle fréquence sont les douleurs ?»« Moins de 5 minutes, ai-je haleté, enfouissant mon visage dans mes mains alors qu'elle me poussait rapidement vers les lumières vives et stériles de la zone de triage. J'ai perdu les os il y a 1 heure. Alors qu'elle me branchait au moniteur et commençait à découper mes vêtements ruinés pour me préparer, les portes de la salle de triage se sont ouvertes en grand. J'ai tourné la tête, m'attendant à voir Jasmine. Au lieu de cela, c'était Harrison. Il portait encore son badge de travail, sa chemise trempée de sueur, ses yeux frénétiques et sauvages. Jasmine avait en fait réussi à joindre la réception de son immeuble. « Penny » a-t-il crié, se précipitant vers le lit d'hôpital et saisissant ma main avec les siennes. « Je suis tellement désolé. Je suis là. Je suis juste ici. » J'ai regardé mon mari, sa poitrine se soulevant alors qu'il essayait de reprendre son souffle, des larmes brillant dans ses yeux de pure peur pour moi. J'ai serré sa main, une vague massive de soulagement submergeant la douleur physique. J'avais réussi. J'étais en sécurité. Et alors que les médecins se précipitaient pour annoncer que j'étais à dilatation complète et qu'il était temps de pousser, j'ai réalisé quelque chose de profond. Ma famille n'était pas à Round Rock en train de manger du rôti de bœuf. Ma famille était ici, me tenant la main. Si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez en ce moment. Chaque commentaire aide à faire connaître cette vidéo à plus de personnes qui aiment les drames familiaux insensés. Merci beaucoup pour votre soutien. Revenons directement à l'histoire. Les 4 heures suivantes furent un flou d'agonie primale intense, de cris et de lumière chirurgicale vive. L'accouchement est un processus incroyablement violent, un abandon complet de votre corps physique. Mais avoir Harrison à mes côtés a changé toute l'atmosphère de la pièce. Il n'a pas lâché ma main une seule fois. Il a essuyé la sueur de mon front, m'a donné des copeaux de glace et m'a continuellement murmuré à quel point j'étais forte, à quel point il était fier de moi. Jasmine est arrivée peu de temps après qu'il m'ait déplacé dans la salle d'accouchement, se tenant juste à l'extérieur de la porte, envoyant des mises à jour régulières par SMS à Harrison pour ne pas gêner les médecins. Quand la dernière poussée est venue, mon monde entier s'est réduit au son de mon propre cœur battant dans mes oreilles. Et puis il y a eu un nouveau son. Un cri aigu, furieux et magnifique qui a percé l'air stérile de l'hôpital. « C'est un garçon », a annoncé le médecin, souriant derrière son masque chirurgical. Ils l'ont nettoyé rapidement et l'ont placé directement sur ma poitrine nue. Il était minuscule, rouge et parfait, avec une touffe de cheveux sombres exactement comme ceux de Harrison. Il a cessé de pleurer au moment où il a senti la chaleur de ma peau, ses petits poings se recroquevillant contre ma clavicule. Je l'ai regardé, et mon cœur s'est complètement brisé et reconstruit en quelque chose de entièrement nouveau. La vague écrasante d'ocytocine et d'amour pur et inconditionnel était stupéfiante. Harrison s'est penché, pressant son front contre le mien, ses larmes tombant sur mes joues. « Il est parfait, Penny. Tu l'as fait. Tu es incroyable. » Pendant ces premières heures dans la salle de réveil, nous n'étions que tous les 3. Les infirmières ont baissé les lumières. Le bip des moniteurs s'est estompé en un bourdonnement de fond réconfortant, et le traumatisme pur de la soirée semblait à 1 million de kilomètres. J'ai regardé mon fils respirer, observant la petite montée et descente de sa poitrine. J'ai senti un instinct incroyablement féroce prendre racine au plus profond de mon âme. J'étais une mère maintenant. Mon travail était de protéger ce minuscule être humain de tout ce qui est mauvais dans le monde. Et alors que cette pensée traversait mon esprit, l'image de la salle à manger de mes parents a flashé derrière mes paupières. L'odeur du rôti de bœuf, le tintement des verres à vin, le ricanement sur le visage de mon père alors qu'il me disait d'appeler un taxi. J'ai regardé mon bébé innocent.
J'ai essayé d'imaginer un scénario, n'importe quel scénario dans l'univers, où il viendrait à moi dans une agonie aveuglante, suppliant de l'aide, et je lui dirais que j'étais trop occupé à écouter un étranger se vanter de son argent. Mon cerveau ne pouvait pas le traiter. C'était fondamentalement inhumain. L'euphorie de la naissance a commencé à se mêler à une clarté froide et endurcie. L'enfant de verre en moi est officiellement mort sur ce lit d'accouchement, remplacé par une femme qui brûlerait le monde pour garder son enfant en sécurité. Il était environ 2 heures du matin lorsque la bulle tranquille de notre chambre d'hôpital a finalement éclaté. Le bébé dormait profondément dans le berceau à côté de mon lit. Harrison était assis dans le fauteuil inclinable, buvant une horrible tasse de café d'hôpital. J'ai tendu la main vers la table de chevet pour prendre mon téléphone, voulant vérifier l'heure. L'écran s'est allumé. J'avais plusieurs appels manqués, tous de ma mère et de mon père. Il n'y avait aucun message texte demandant si j'étais vivante. Aucun message demandant si le bébé était arrivé en toute sécurité. Juste des appels manqués et 2 nouveaux messages vocaux. Mon estomac s'est noué en un nœud d'anxiété familier. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Une partie de moi, l'enfant intérieur pathétique qui désirait encore l'approbation de sa mère, espérait que les messages vocaux étaient peut-être des excuses. Peut-être que le choc de mon départ les avait ramenés à la réalité. Peut-être qu'ils se sentaient coupables. Harrison, ai-je murmuré, ma voix rauque. Mes parents ont laissé des messages vocaux. Harrison a immédiatement posé son café. Sa mâchoire s'est crispée. Il s'est approché du lit, a pris doucement le téléphone de mes mains et a dit, « Tu veux les écouter ? Tu n'es pas obligé. Je peux les supprimer tout de suite. » Non, ai-je dit fermement. Mets-les sur haut-parleur. Harrison a tapé sur l'écran. La voix de ma mère a rempli la chambre d'hôpital silencieuse. Elle ne tremblait pas de larmes. Elle était nette, sèche et empreinte d'une irritation absolue. Pénélope, c'est ta mère. Il est 23h30. Ton père et moi sommes incroyablement déçus de ta sortie dramatique ce soir. Valérie était en larmes. Tu as complètement gâché l'ambiance et Dominique a dû partir plus tôt parce que les choses sont devenues si gênantes. Je ne comprends pas pourquoi tu dois toujours tout ramener à toi. Le bébé n'était pas attendu avant 3 semaines. Tu avais manifestement juste des contractions de Braxton X et tu as surréagi pour attirer l'attention. Appelle-moi demain et excuse-toi auprès de ta sœur. Son avenir avec Dominique est crucial pour cette famille et tu ne vas pas le gâcher. Bonne nuit. Le message vocal a bipé, signalant la fin. Harrison et moi avons regardé le téléphone en silence. Elle n'a même pas demandé si j'étais arrivé à l'hôpital. Elle a supposé que je simulais le travail pour voler l'attention du petit ami de Valérie. Avant même que je puisse traiter le narcissisme pur de ces mots, le deuxième message vocal a commencé à jouer. C'était mon père. Bip. Le silence qui a suivi était lourd et toxique. L'air dans la pièce semblait contaminé juste par le son de leur voix. Ce n'étaient pas des parents. C'étaient des parasites s'accrochant à l'illusion de la richesse, prêts à sacrifier leur fille enceinte sur l'autel du compte en banque d'un frimeur de la tech. Harrison s'est levé. Son visage était un masque de fureur froide et calculée. J'étais avec cet homme depuis 7 ans, et je ne l'avais jamais vu aussi terrifiant de calme. Ils sont complètement délirants, a dit Harrison, sa voix baissant d'une octave, tremblant de rage contenue. Ils te reprochent d'avoir une urgence médicale. Ils n'ont pas demandé de tes nouvelles. Ils n'ont pas demandé de nouvelles de leur petit-fils. Ils s'inquiètent d'une opportunité d'investissement. J'ai baissé les yeux sur mes mains posées sur la couverture de l'hôpital. Mon père a mentionné que les choses étaient difficiles financièrement. Je pense qu'ils essaient d'utiliser Dominique comme un plan de sauvetage. Ils sont désespérés, Harrison. Mais ça n'a pas d'importance. Ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Ils m'ont laissé conduire sur l'autoroute en plein travail. J'aurais pu avoir un accident. Nous aurions pu mourir. Le dire à voix haute a fait que la réalité de la situation s'est abattue sur moi comme un raz-de-marée. J'ai regardé le berceau où mon fils dormait paisiblement. La pensée de l'énergie toxique et manipulatrice de ma mère près de lui me donnait la chair de poule. La pensée de mon père regardant mon fils et le voyant comme un inconvénient me rendait malade. Harrison s'est assis sur le bord du lit et a pris mon visage dans ses mains. Penny, regarde-moi. Tu ne retourneras jamais dans cette maison. Ils ne s'approcheront jamais de toi ou de notre fils.
C'en est fini. Je les ai vus te traiter comme une citoyenne de seconde zone pendant des années et je me suis tu parce que tu me l'as demandé. Mais plus maintenant. Ils ont franchi une ligne ce soir qu'ils ne pourront jamais, jamais refranchir. Les larmes ont monté à mes yeux, mais c'était des larmes de soulagement. J'ai hoché lentement la tête. Je sais. Pour moi aussi, c'est fini. Harrison a pris mon téléphone. Il n'a pas demandé. Il a juste commencé à naviguer dans mes contacts. Je bloque le numéro de ta mère. Je bloque le numéro de ton père. Je bloque le numéro de Valérie. J'ai regardé ses pouces bouger sur l'écran. Appuyez, bloquez le contact. Appuyez, bloquez le contact. À chaque pression sur l'écran, je sentais une chaîne lourde et suffocante se briser sur ma poitrine. C'est un phénomène psychologique très étrange que de faire le deuil de personnes qui sont encore en vie. Je faisais le deuil des parents que j'avais toujours souhaité avoir, les parents que je méritais, tout en acceptant simultanément la réalité des monstres que j'avais eus. C'est fait, a dit Harrison, jetant le téléphone face contre table. Il a sorti son propre téléphone et a fait exactement la même chose à sa liste de contacts. S'ils veulent nous joindre, ils ne peuvent pas. Ils sont morts pour nous, Penny. Je me suis adossé aux oreillers de l'hôpital, prenant une profonde inspiration tremblante. La rupture numérique était complète. Pour la première fois en 27 ans, je n'avais pas à m'inquiéter de plaire à Béatrice et Grégory. Je n'avais pas à m'inquiéter de marcher sur des œufs autour de l'ego fragile de Valérie. Qu'est-ce qu'on fait quand ils réaliseront qu'on les a bloqués, ai-je demandé doucement, connaissant le tempérament de ma mère. Elle n'était pas le genre de femme à accepter le silence. Elle considérait les limites comme une insulte personnelle. Harrison a regardé notre fils endormi, puis m'a regardé. Ses yeux étaient durs comme de l'acier. On les laisse faire leur crise face à un mur de briques. Et s'ils se présentent chez nous, je m'en occuperai. Toi, concentre-toi sur ta guérison et sur notre bébé. Nous sommes une famille maintenant, juste nous trois. J'ai fermé les yeux, laissant enfin l'épuisement m'emporter. Nous avions tracé les lignes de bataille. Le pont n'était pas seulement brûlé. Nous l'avions bombardé depuis l'orbite. Mais je savais au fond de moi que les personnes toxiques ne disparaissent pas simplement tranquillement dans la nuit. Mes parents réaliseraient qu'ils avaient perdu le contrôle de leur punching ball préféré. Et quand ils le feraient, les choses allaient devenir incroyablement laides. Je n'avais simplement aucune idée de jusqu'où ils étaient prêts à aller pour protéger leur récit tordu. Nous avons ramené notre fils à la maison de l'hôpital 3 jours plus tard. Entrer dans notre appartement calme et ensoleillé, c'était comme franchir la frontière d'un sanctuaire sûr. Nous avions survécu au cauchemar sur l'Interstate 35. Nous avions survécu au travail épuisant et, plus important encore, nous avions survécu à la prise de conscience que ma famille biologique était complètement moralement corrompue. La récupération physique après l'accouchement est déjà assez difficile en soi. Votre corps est épuisé. Vos hormones s'effondrent de manière spectaculaire. Et vous essayez de comprendre comment garder en vie un petit être humain fragile avec exactement 2 heures de sommeil. Mais la récupération émotionnelle était tout autre chose. Parce que nous avions bloqué leur numéro de téléphone, mes parents et ma sœur Valérie ont réalisé très rapidement qu'ils avaient perdu leur ligne directe d'abus. Les personnes toxiques ne gèrent pas bien le silence. Quand vous leur enlevez leur capacité à contrôler le récit, elles paniquent. Et quand Béatrice et Grégory paniquaient, ils devenaient incroyablement méchants. Comme ils ne pouvaient ni appeler ni envoyer de SMS pour exiger des excuses pour avoir gâché leur dîner, ils se sont tournés vers la seule voie qui leur restait, Internet. Cela a commencé un mardi après-midi. J'étais assise sur le canapé en train d'allaiter mon fils quand mon téléphone a vibré avec une notification de réseau social. Quelqu'un avait commenté une photo publique que j'avais postée des mois auparavant. J'ai ouvert l'application, m'attendant à un message de félicitations d'un vieil ami d'université. Au lieu de cela, j'ai vu un commentaire d'un compte avec 0 abonné, pas de photo de profil et un nom d'utilisateur composé de lettres aléatoires. Le commentaire disait « C'est vraiment triste de voir comment certaines personnes laissent les hormones de la grossesse les transformer en monstres complètement égoïstes. Gâcher un dîner de famille et crier pour attirer l'attention juste parce que ta sœur cadette a enfin trouvé un homme qui a réussi. Tu devrais avoir honte de traiter tes parents si mal après tout ce qu'ils ont fait pour toi. » Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. La formulation, la mention spécifique d'un homme qui a réussi, le manque absolu de conscience de soi.
Cela portait la signature de Valérie et de ma mère. Elle s'était réellement assise, avait créé une adresse électronique jetable, enregistré un faux compte et retrouvé mes publications publiques juste pour me harceler. C'était du gaslighting typique. Elles essayaient de réécrire l'histoire, se présentant comme les victimes innocentes de ma prétendue rage hormonale. Elles voulaient que je croie que j'étais le problème pour avoir eu une urgence médicale et qu'elles étaient des saintes de m'avoir supporté. Quelques heures plus tard, un autre commentaire est apparu d'un autre faux compte. Celui-ci sur une photo de Harrison et moi. J'ai entendu dire que tu as quitté en trombe une réunion de famille juste pour gâcher la soirée spéciale de ta sœur. Dominique a été profondément offensé. Tu dois des excuses massives à tes parents. Ils ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Le mot m'a donné envie de crier. Ils n'avaient pas le cœur brisé d'avoir manqué la naissance de leur petit-fils. Ils étaient terrifiés que Dominique, leur poule aux œufs d'or, pense qu'ils avaient une dynamique familiale folle et instable. Ils faisaient du contrôle des dommages pour un frimeur de la tech qu'ils connaissaient depuis 6 mois tout en harcelant activement leur fille en postpartum en ligne. C'était pathétique. C'était le comportement de peste au lycée, pas d'une mère d'une 50aine d'années et d'une sœur de 25 ans. Je n'ai pas répondu aux commentaires. Je savais qu'il ne fallait pas nourrir les trolls, surtout quand les trolls partageaient mon ADN. J'ai simplement tendu mon téléphone à Harrison quand il est entré dans le salon. Il a lu les commentaires, sa mâchoire se crispant si fort que j'ai cru que ses dents allaient se fissurer. Ils sont implacables, ai-je murmuré, sentant une nouvelle vague d'épuisement m'envahir. Il ne pouvait même pas me laisser guérir en paix. Harrison n'a pas dit un mot. Il a juste pris mon téléphone, s'est assis à son ordinateur portable et s'est mis au travail. Être ingénieur logiciel a ses avantages. Il a passé les 2 heures suivantes à verrouiller méticuleusement chacun de mes comptes de réseaux sociaux. Il a changé les paramètres de confidentialité au maximum absolu, ce qui signifie que seules les personnes que j'approuvais manuellement pouvaient même voir mon nom dans une barre de recherche. Il a bloqué les adresses IP des comptes jetables, a supprimé les commentaires méchants, puis a fait exactement la même chose pour ses propres profils. C'est fini, a dit fermement Harrison, me rendant mon téléphone. Je l'ai regardé, ressentant un profond sentiment de gratitude. Harrison était mon bouclier. Il ne m'a pas demandé de faire de compromis. Il ne m'a pas dit d'être simplement la plus intelligente et de leur parler. Il a vu la menace et l'a neutralisée, sans condition, protégeant notre petite bulle familiale. Le contraste entre la famille dans laquelle je suis né et la famille dans laquelle je me suis marié est devenu flagrant le lendemain. Les parents de Harrison, Calvin et Loretta, sont descendus des banlieues de Dallas pour rencontrer leur nouveau petit-fils. J'étais une boule de nerfs avant leur arrivée. J'étais tellement habitué aux yeux critiques et jugeurs de ma propre mère que j'ai instinctivement commencé à m'excuser pour l'appartement en désordre et mes cheveux non lavés dès que j'ai ouvert la porte d'entrée. Loretta, une femme aux yeux chaleureux et au sourire le plus réconfortant de la planète, a simplement agité la main avec dédain, déposant 2 énormes sacs d'épicerie sur le comptoir de la cuisine. « Oh, tais-toi, Pénélope, a dit Loretta, me serrant dans une étreinte douce et prudente. Tu viens de faire grandir un être humain entier dans ton corps et de le pousser dans le monde. Si cet appartement était parfaitement propre, je serais profondément inquiète. Maintenant, va t'asseoir sur le canapé. Calvin prépare ses fameux itis au four, et je te prends ce magnifique bébé pour que tu puisses prendre une douche chaude. » Calvin, un homme calme et solide qui sentait toujours légèrement le bois de cèdre, m'a embrassé sur le front et a immédiatement marché dans la cuisine, nouant un tablier autour de sa taille. En 20 minutes, l'odeur d'ail et de tomates a rempli notre maison, remplaçant l'anxiété persistante par une chaleur pure. Quand ma meilleure amie Jasmine est venue plus tard dans la soirée, apportant une boîte de pâtisserie chère, l'image de ma vraie famille était complète. Nous étions assis dans le salon à manger des itis au four chaud pendant que Calvin berçait doucement mon fils endormi dans le fauteuil. Loretta m'a demandé comment je me sentais physiquement, écoutant activement mes réponses sans jamais essayer de ramener la conversation à elle-même. Jasmine nous a fait rire aux éclats, racontant des histoires ridicules sur ses collègues. Il n'y avait pas de tension. Il n'y avait pas de marche sur des œufs. Personne n'essayait d'impressionner qui que ce soit avec une fausse richesse ou un jargon technologique. J'ai regardé autour de la pièce, observant ces personnes m'aimer, moi et mon fils, sans aucune condition, sans aucune arrière-pensée. J'ai alors réalisé que la famille n'est pas une obligation biologique. La famille est une action. Ce sont les gens qui se présentent pour vous quand vous êtes terrifié et dans la douleur.
Ce sont les gens qui célèbrent votre joie sans essayer de voler la vedette. Mes parents avaient passé toute ma vie à me faire sentir que je devais mériter ma place à leur table. Calvin, Loretta, Jasmine et Harrison ont simplement tiré une chaise et m'ont tendu une assiette. Le fantôme de la trahison de Béatrice et Grégory était toujours là, tapi dans l'ombre de mon esprit, mais la chaleur de ce salon le consumait lentement. Je me suis endormi cette nuit-là en me sentant complètement comblé. Mais l'univers a une drôle de façon de tester vos limites juste au moment où vous pensez avoir enfin construit un mur assez haut. Calvin et Loretta sont restés avec nous pendant 3 jours merveilleux et paisibles avant de devoir retourner à Dallas. Leur départ a laissé un silence tranquille dans notre appartement, mais c'était un silence confortable. Harrison et moi commencions enfin à trouver un rythme avec le bébé. La campagne de dénigrement numérique s'était complètement arrêtée grâce aux paramètres de confidentialité impénétrables de Harrison. Je commençais réellement à croire que le pire était passé. Je pensais que mes parents, réalisant qu'ils avaient été entièrement exclus, avaient finalement abandonné et étaient retournés à leur vie pathétique et obsédés par le statut à Round Rock. J'étais incroyablement naïve. C'était un samedi matin. Harrison était dans la cuisine en train de préparer du café, et j'étais assise sur le tapis du salon, faisant quelques étirements doux pendant que le bébé dormait dans sa balancelle. L'appartement était calme, puis la sonnette a retenti. Ce n'était pas un simple carillon poli. C'étaient 3 sonneries rapides et agressives d'affilée. C'était le genre de sonnerie qui exigeait une attention immédiate. Harrison a arrêté de verser le café. Il a froncé les sourcils, posant la carafe. « On attend un colis ?» a-t-il demandé, se dirigeant vers la porte d'entrée pour vérifier la caméra du Judas numérique sur son téléphone. J'ai vu son visage se décomposer, la couleur se drainer complètement de ses joues. Il m'a regardé, les yeux écarquillés d'un mélange d'incrédulité et de colère intense. « C'est eux » a dit Harrison, sa voix baissant à un murmure dur. « Tes parents et Valérie. » Mon estomac est tombé dans mes chaussures. L'adrénaline a traversé mes veines si vite que mes mains sont instantanément devenues froides. Je me suis relevé du tapis, mon cœur martelant un rythme effréné contre mes côtes. Je me suis approché de Harrison et j'ai regardé l'écran de son téléphone. Ils étaient là, debout sur notre paillasson. Mon père, Grégory, portait un polo impeccable, regardant le couloir comme s'il inspectait un hôtel qu'il envisageait d'acheter. Valérie se tenait légèrement derrière lui, faisant défiler son téléphone, l'air incroyablement ennuyé. Et ma mère, Béatrice, se tenait au premier plan. Elle tenait un bouquet de ballons bleus bon marché et brillants qui disaient « c'est un garçon » et un petit sac cadeau emballé à la hâte. Ils avaient l'air complètement décontractés. Ils ressemblaient à une famille normale et heureuse passant pour une visite de fin de semaine. L'audace pure de la chose m'a donné le vertige. Ils m'avaient ignoré alors que j'étais dans une douleur atroce. Ils m'avaient dit d'appeler un taxi. Ils avaient laissé des messages vocaux me reprochant d'avoir gâché leur dîner. Ils avaient passé des jours à me harceler sur Internet avec de faux comptes. Et maintenant, parce que la porte numérique leur avait été claquée au nez, ils avaient le culot de simplement descendre à Austin et de se présenter à ma porte physique avec des ballons à l'hélium valant $5, s'attendant à être accueillis. « N'ouvre pas » a dit fermement Harrison, tendant la main pour s'assurer que le pen dormant était verrouillé. J'ai regardé l'écran. Une partie de moi, l'ancienne partie traumatisée, voulait se cacher dans la chambre et laisser Harrison s'en occuper. Mais en écoutant la douce respiration de mon fils derrière moi, ce feu protecteur féroce s'est rallumé dans ma poitrine. Ils étaient sur ma propriété. Ils essayaient de forcer leur présence toxique dans l'espace sûr de mon fils. Non, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je vais leur parler. J'ai besoin de les regarder dans les yeux et de mettre un terme à cela de façon permanente. Harrison m'a regardé, voyant la résolution absolue dans mes yeux. Il a hoché la tête une fois, se décalant légèrement sur le côté, mais se tenant juste à côté de moi, prêt à intervenir physiquement si nécessaire. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai déverrouillé le pen dormant avec un clic sonore et j'ai ouvert la porte. Le visage de Béatrice s'est instantanément transformé en un large sourire, douloureusement artificiel. « Pénélope, surprise, ma chérie. Nous avons apporté des cadeaux pour le bébé. » Elle a fait un pas en avant. Béatrice s'est arrêtée, son faux sourire vacillant légèrement en réalisant que je n'allais pas bouger. « Eh bien, laisse-nous entrer, Penny. Il fait chaud ici dans le couloir. »« Où est mon magnifique petit-fils ? » « Vous n'entrez pas, ai-je dit. »
Ma voix était basse, plate et complètement dépourvue d'émotion. Grégory a laissé échapper un soupir exaspéré, bombant le torse. Pénélope, assez de ces enfantillages. Tu as bloqué nos numéros, ce qui était incroyablement immature. Nous avons fait tout ce chemin pour faire la paix. Nous avons apporté des cadeaux. Arrête d'être dramatique et ouvre la porte. Faire la paix, a renchéri Harrison, sa voix dangereusement tranchante. Vous avez laissé votre fille se conduire elle-même aux urgences alors qu'elle était en plein travail parce que vous vouliez finir de manger du rôti de bœuf. Vous n'avez pas le droit d'apporter des ballons bon marché et de prétendre que tout va bien. Valérie a finalement levé les yeux de son téléphone, levant les yeux au ciel de sa manière classique et condescendante. Oh mon Dieu, Harrison, vous êtes tellement obsédé par le fait de jouer les victimes. Elle avait largement le temps d'arriver à l'hôpital. Dominique était en plein milieu d'une proposition commerciale. C'était un mauvais timing, c'est tout. Passez à autre chose. J'ai regardé ma sœur, réalisant que je ne ressentais absolument plus rien pour elle. Pas de rivalité fraternelle, pas de ressentiment, juste un pur dégoût clinique. Je ne joue pas la victime, Valérie, ai-je dit d'une voix égale. Je pose simplement une limite. Vous trois êtes un cancer. Vous êtes obsédés par l'argent et le statut, et vous m'avez montré exactement ce que ma vie vaut pour vous. Elle vaut moins que la présentation éclair d'un frimeur de la tech. Le visage de Béatrice est devenu d'un rouge colère profond. Le personnage de fausse grand-mère a disparu, remplacé par la femme vicieuse et contrôlante que j'avais connue toute ma vie. Comment oses-tu nous parler comme ça? A craché Béatrice, pointant un doigt manucuré vers mon visage. Vous avez des droits. J'ai ri, un son amer et creux qui a résonné dans le couloir silencieux. La colère que j'avais contenue depuis cette nuit à Round Rock a finalement débordé, pure et non filtrée. Je me suis avancé, réduisant la distance entre nous jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres du visage de ma mère. Tu veux voir ton petit-fils, ai-je demandé, ma voix montant, vibrant de haine et de fureur refoulée. Tu veux jouer les grands-parents aimants maintenant? C'est vraiment drôle, Béatrice, parce qu'il y a une semaine, quand j'étais dans ta salle à manger en train de supplier de l'aide, terrifié pour la vie de mon bébé, tu ne te souciais pas de lui. Grégory ne se souciait pas de lui. J'ai croisé le regard de mon père, qui a eu le culot d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. J'ai pointé un doigt tremblant droit sur sa poitrine. Tu m'as dit d'appeler un taxi, ai-je dit, ma voix résonnant fort maintenant. Tu m'as dit que tu étais trop occupé. Alors, laisse-moi te poser une question. De quel petit-fils parles-tu? Tu n'as pas de petit-fils ici. Tu m'as dit de partir, alors je suis parti pour toujours. Il y eut un silence lourd et stupéfait. Béatrice a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. La finalité absolue de ma déclaration flottait dans l'air comme une lame de guillotine. Je leur envoyais leur propre cruauté en plein visage, et ils n'avaient absolument aucune défense contre cela. Vous l'avez entendu, a dit Harrison, s'avançant et posant une main protectrice sur mon épaule. Vous n'avez pas de famille ici. Prenez vos cochonneries et partez. Si jamais vous vous présentez à nouveau à cet appartement, ou si jamais vous essayez de contacter à nouveau ma femme, j'appelle la police d'Austin et je vous fais arrêter pour violation de propriété privée et harcèlement. Je ne vous le demande pas. Je vous le dis. Grégory a regardé Harrison, puis m'a regardé. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais le regard dans les yeux de Harrison était létal. Mon père a dégluti difficilement, a attrapé le bras de ma mère et l'a tiré en arrière. Très bien, a marmonné Grégory, le visage pâle. Si tu veux ruiner cette famille pour un malentendu, c'est ton problème, Pénélope. Il a laissé tomber le sac cadeau par terre. Valérie a tourné les talons et a pratiquement trotté vers l'ascenseur, ne voulant rien avoir à faire avec la confrontation maintenant qu'elle réalisait que nous ne reculions pas. Béatrice m'a jeté un dernier regard, un regard de pur venin, avant de les suivre. Je n'ai pas attendu que les portes de l'ascenseur se ferment. J'ai attrapé la poignée de la porte, suis rentré et j'ai claqué la lourde porte en bois de toutes mes forces. J'ai tourné le pêne dormant. Clic. Le son de ce verrou se mettant en place était la plus belle musique que j'ai jamais entendue. Je me suis adossé contre la porte, fermant les yeux, et j'ai laissé échapper un énorme souffle tremblant. Mes genoux semblaient faibles, mais mon âme se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été en 27 ans. Le cordon était enfin définitivement coupé. Le temps est l'ultime égalisateur.
Quand vous coupez les personnes toxiques de votre vie, vous réalisez combien de votre énergie quotidienne était drainée juste à essayer de survivre à leur chaos. Les mois qui ont suivi la confrontation sur notre perron ont été les mois les plus paisibles et les plus réparateurs que j'ai jamais vécus. Nous n'avons pas entendu le moindre bruit de Béatatrice, Grégory ou Valérie. La menace d'une intervention policière avait apparemment fonctionné. Harrison et moi avons mis toute notre énergie à élever notre fils, à construire nos carrières et à entretenir les relations qui comptaient vraiment. Mais le karma, comme on dit, a un sens du timing spectaculaire. C'était à la mi-avril, environ 7 mois après la naissance de mon fils. Je déjeunais avec Jasmine dans un café du centre-ville. J'avais mon ordinateur portable ouvert, en train de finaliser une campagne de marketing pour un client pendant que Jasmine sirotait un thé glacé de l'autre côté de la table. Alors, a dit Jasmine, se penchant en avant avec cette lueur spécifique dans les yeux qui signifiait qu'elle avait un potin de première qualité. J'ai croisé une ancienne voisine de tes parents à l'épicerie hier. Tu sais, Madame Higgins de l'autre bout de la rue. J'ai arrêté de taper, prenant une gorgée de mon café. Oh là là, quelles sont les nouvelles à Round Rock? Jasmine a posé son verre, son sourire s'élargissant en un large sourire de pure vengeance. Penny, tout le château de cartes s'est effondré. Dominique, le frimeur de la tech arrogant avec sa valorisation d'1 million de dollars. C'était un imposteur complet. Je l'ai regardé, mes sourcils se haussant. Un imposteur? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, du vaporware, a expliqué Jasmine, vibrant pratiquement d'excitation. Sa start-up n'était que de la poudre aux yeux. Il n'avait aucune technologie propriétaire. Il prenait l'argent d'investisseurs providentiels, se versait un salaire énorme et louait des voitures chères pour paraître riche pendant que l'entreprise ne produisait absolument rien. Quand les investisseurs ont commencé à exiger des audits il y a quelques mois, tout a explosé. Il a fait faillite, a complètement abandonné Valérie et a quitté la ville pour éviter les accusations de fraude. Je me suis adossé à ma chaise, digérant l'information. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Mes parents avaient sacrifié leur relation avec moi pour adorer à l'hôtel d'un type qui était essentiellement un escroc. Waouh, ai-je soufflé. Je veux dire, j'ai toujours su qu'il était plein de vent, mais je ne pensais pas qu'il simulait littéralement toute l'entreprise. Valérie doit devenir folle. Oh, c'est bien pire que ça, a dit Jasmine, baissant la voix. Tu te souviens comment ton père a mentionné que les choses étaient difficiles financièrement dans ce message vocal et comment il parlait d'opportunités d'investissement au dîner? Une prise de conscience froide m'a envahi. Non, dis-moi qu'ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait, a confirmé Jasmine, hochant la tête d'un air sombre. Selon Madame Higgins, tes parents ont réhypothéqué leur maison pour investir une somme d'argent massive dans l'entreprise de Dominique comme capital de démarrage. Ils pensaient entrer au rez-de-chaussée du prochain boom technologique géant. Quand Dominique a disparu, leur argent a disparu avec lui. Ils risquent la saisie de leur maison à Round Rock. Valérie a dû retourner vivre avec eux parce qu'elle est noyée sous les dettes de cartes de crédit pour avoir essayé de suivre le style de vie de Dominique. Ils sont complètement ruinés, Penny, socialement et financièrement. Je suis resté assise en silence alors que la serveuse déposait nos salades. Je pensais que je ressentirais une vague de joie malicieuse. Je pensais que je voudrais célébrer leur chute, mais honnêtement, tout ce que je ressentais était une pitié profonde et lourde. Ils étaient victimes de leur propre cupidité. Ils étaient pris dans un piège de leur propre fabrication, un piège de pauvreté psychologique où ils croyaient que s'associer à une richesse perçue était un substitut au travail acharné et à l'intégrité morale. Ils ont parié leur fille, leur petit-fils et leur maison pour un raccourci vers le sommet, et ils ont tout perdu. J'ai presque pitié d'eux, ai-je admis doucement. Jasmine a tendu la main sur la table et a tapoté ma main. Ne le sois pas. Ils ont fait leur choix, Penny. Ils t'ont regardé dans une douleur atroce et t'ont dit d'appeler un taxi parce qu'ils étaient trop occupés à donner leurs économies à un escroc. L'univers vient de leur présenter la facture exacte de leur comportement. Jasmine avait raison. Ce n'était pas mon fardeau à porter, et ce n'était certainement pas mon désordre à nettoyer. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai souri à ma meilleure amie et j'ai profité du reste de mon déjeuner en paix absolue. Aujourd'hui, ma vie est totalement différente de celle de la fille qui s'asseyait en se recroquevillant dans le coin de cette salle à manger. Mon entreprise de marketing indépendante a décollé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Sans l'anxiété constante et épuisante d'essayer de plaire à mes parents, ma créativité a explosé.
Je génère un revenu stable d'environ $5000 par mois, en travaillant entièrement de chez moi selon mon propre horaire. Harrison a récemment été promu à un poste d'ingénieur principal dans son entreprise. Nous ne sommes pas des milliardaires avec des financements en capital risque, mais nous sommes à l'aise, nous sommes s'endetter, plus important encore, nous sommes incroyablement heureux. Notre fils vient de faire ses premiers pas la semaine dernière. Il est un tourbillon de rire et d'énergie. Calvin et Loretta sont venus pour célébrer et nous avons passé le week-end à faire des grillades dans le jardin et à prendre des centaines de photos. Quand je regarde mon fils, je ne vois pas l'ombre du traumatisme de ma famille. Je vois une toile vierge. Un garçon qui grandira en sachant exactement à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Il n'aura jamais à mériter sa place à notre table. On ne lui dira jamais que sa douleur est un inconvénient. Parfois, tard le soir, quand la maison est calme, je pense au concept de famille. La société met tellement de pression sur les liens du sang. Nous sommes conditionnés à croire que simplement parce que quelqu'un vous a donné naissance, vous lui devez une loyauté sans fin, même s'il vous traite comme de la saleté. Mais la vérité est que le sang ne fait que vous rendre parent. La loyauté, le respect et l'amour sont ce qui fait de vous une famille. Mes parents ont choisi une illusion de richesse plutôt que la réalité. Ils ont choisi un étranger plutôt que leur fille. Maintenant, ils sont assis dans une maison qu'ils ne peuvent plus se permettre, entourés des conséquences de leur propre vanité, tandis que je vis une vie plus riche que tout ce que l'argent pourrait jamais acheter. J'ai brisé la malédiction générationnelle de la parentalité toxique. Et je l'ai fait la nuit où je suis sorti de leur porte d'entrée et où j'ai conduit sur l'Interstate 35. Ce fut le voyage le plus difficile et le plus douloureux de ma vie, mais il m'a conduit exactement là où j'étais toujours censé être. Ai-je tort d'avoir fermé la porte à ma propre chair et mon propre sang alors qu'ils font face à la faillite? Ou ai-je simplement protégé mon fils de leur toxicité? Que auriez-vous fait à ma place? Merci d'avoir regardé.